Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité politique de Patrick Roger, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Bonjour Olivier Dussopt. Le jour d'après, la réforme des retraites adoptée, la motion de censure rejetée, de justesse, 9 voix près. Quand va rentrer en application la réforme? Quelle attitude face à la contestation? Emmanuel Macron qui va prendre la parole demain midi. Est-ce qu'il y aura des ajustements? Une nouvelle loi travail? Comment ça va se passer pour les métiers les plus pénibles ou les plus de 55 ans qui sont souvent poussés dehors dans beaucoup d'entreprises? C'est ce que nous allons voir avec vous. Et première question, est-ce que vous êtes un peu soulagé ce matin? Le terme n'est pas le bon. Le texte a suivi un cheminement démocratique depuis le début maintenant, avec plusieurs mois de concertation avec les partenaires sociaux, des concertations qui n'ont pas permis de lever tous les désaccords. Il reste un désaccord très fort sur la question de l'âge, avec des concertations politiques, avec un débat à l'Assemblée nationale qui a été paralysé par l'obstruction organisée par la gauche, qui a déposé 20 000 amendements, empêchant l'Assemblée d'aller au bout, mais permettant d'évoquer certains sujets. Puis un texte qui a été adopté totalement, intégralement par le Sénat, à 2 reprises. Une première fois à l'issue de ces travaux, après 10 jours de débat. Avec des ajustements. Avec des ajustements et des mesures qui vont dans le bon sens, notamment pour mieux aider les mères de famille, pour mieux aider les orphelins, pour mieux aider l'emploi des seniors. Et puis le texte a été vu en commission mixte paritaire, avec des députés, des sénateurs, et à la fin, ce texte est à nouveau adopté par le Sénat. Puis il est considéré comme adopté par le rejet de la motion de censure. Et un point qui est important parce que on parle du texte du gouvernement, et c'est le gouvernement qui porte ce texte. Mais ce n'est plus tout à fait le même texte. C'est à la fois un texte qui permet de tenir nos objectifs, le retour à l'équilibre en 2030, la mise en place de mesures d'accompagnement, de nouveaux droits. Mais c'est aussi un texte qui a intégré les demandes de beaucoup de partenaires sociaux, les demandes des parlementaires. Donc c'est un texte de compromis qui est né de ce cheminement démocratique. Alors, texte de compromis, mais il a fallu quand même le 49-3 pour le faire adopter. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une large majorité quand même. Il y avait un rejet des parlementaires quand même à l'Assemblée. Il y avait une coalition des contres. Oui. Une coalition des contres avec certains députés qui ne voulaient pas du texte parce qu'ils veulent la retraite à 60 ans, et d'autres, ça coûte 90 milliards d'euros par an, personne ne sait le faire, puis d'autres députés qui, jusqu'à il y a quelques jours, quelques semaines, défendaient la retraite à 65 ans, défendaient 45 années de cotisation, mais pour voter contre le gouvernement, ils se retrouvaient tous. Hier, quand on regarde... Vous parlez des LR, là, de certains LR. Une partie. Oui. Quand on regarde le résultat de la motion de censure, on a, sur les mêmes votes, sur le même texte, toute la gauche, tout le Front National et une petite vingtaine de députés LR. Personne parmi eux n'a un projet commun. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de contre-proposition. Oui, c'est mais simplement être contre. Ils ont en point commun de rejeter votre réforme, quoi. Et d'être contre le gouvernement avant même de parler de la réforme. C'est ça qui est assez terrible, c'est que parfois les débats politiques prennent en otage d'une certaine manière des sujets juste par principe d'opposition. Ah, c'était un principe d'opposition. Pour beaucoup d'entre eux, oui. C'était pas forcément ce recul de l'âge de départ. Pourtant, c'est ce qui motive quand même beaucoup de gens à descendre dans la rue et dans les sondages. Mais je ne le conteste pas, et je ne le conteste pas dans l'opinion publique. Mais ce que je dis, c'est que les parlementaires qui se sont opposés au texte et qui ont hier voté la motion de censure n'ont pas de projet commun. Oui. Aucun. Ouais. La colère ne semble pas retomber pour autant quand même, avec des mouvements. Il va y avoir une nouvelle mobilisation jeudi. François Ruffin a appelé beaucoup de Français à venir marcher sur Paris pour se faire entendre de nouveau. Et puis il y a parfois des rassemblements qui dégénèrent. Est-ce que vous craignez une radicalisation et un embrasement social? D'abord, je ne mélange pas les choses. Lorsque des manifestations, des mobilisations sont organisées par les syndicats, par les organisations syndicales, ça se passe plutôt bien, parce qu'ils savent organiser et qu'ils sont responsables pour organiser des mouvements qui se passent bien, sans violence, sans incidents particuliers. Et puis il y a des phénomènes de violence, on en a vu hier dans Paris, on en a vu dans d'autres villes de France, et aucune violence n'est acceptable, aucune dégradation. Nous sommes dans un pays où la liberté d'expression, la liberté de manifestation, le droit de faire grève, ce sont des droits qui sont protégés, qui sont garantis. Ça ne veut pas dire avoir le droit de casser, ça ne veut pas dire avoir le droit de bloquer. Oui, mais si les manifestations, entre guillemets, sauvages et des blocages se poursuivent, quelle attitude vous aurez? Les forces de police sont mobilisées, bien évidemment. Je le répète, nous avons toujours veillé, nous veillerons toujours à ce que le droit de manifestation, le droit de grève, le droit d'expression, d'une certaine manière, soit totalement garanti. Par contre, les blocages, ça n'est pas possible. Et ma collègue Agnès Pannier-Runacher, en charge de l'énergie, a annoncé ce matin que nous allions débloquer la situation dans une raffinerie, notamment avec des réquisitions, comme nous l'avions fait à l'automne dernier. Et puis, les dégradations, quand il y en a, sont totalement inacceptables. Les violences sont inacceptables. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir encore des ajustements sur cette réforme des retraites? La loi des retraites, la loi de réforme des retraites,
est considéré, c'est pas une invention, c'est la Constitution qui le dit, est considéré comme adopté depuis hier. Donc désormais, qu'est-ce qu'il y a devant nous ? Oui, il y a, vous dites la Constitution, il peut y avoir un recours, et il va y avoir un recours devant le Conseil constitutionnel. Les oppositions feront très certainement un recours au Conseil constitutionnel, mais en réalité, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé qu'elle saisissait elle-même le Conseil constitutionnel pour que les vérifications classiques soient faites. Une fois que le Conseil constitutionnel se sera prononcé, la loi entrera en vigueur à partir du 1er septembre 2023. Peut-être pas dans son intégralité s'il y a des textes qui sont relus ou des articles. Nous verrons, mais je crois que pour l'essentiel, il n'y a pas de grand sujet. Et à partir du 1er septembre 2023, la loi entre en vigueur. Ça signifie qu'il y a un premier décalage de l'âge de départ de 3 mois, puisque tout ça est très progressif en réalité. Mais ça signifie aussi que toutes les autres mesures entrent en œuvre progressivement. La revalorisation des petites pensions, le fait de pouvoir créer des droits et donc pouvoir revaloriser sa retraite quand on est en cumul emploi-retraite, la facilité qu'on veut donner pour accéder à la retraite progressive et son ouverture au secteur public qui n'existait pas. Ce sont toutes ces mesures qui entrent en application et qui vont le faire progressivement à partir du 1er janvier. Donc vous êtes confiant, Olivier Dussopt, cette loi sera bien promulguée ? C'est ce que le président de la République a dit. Il aura l'occasion de s'exprimer demain. Demain, oui. Le président de la République. Vous avez eu un contact avec lui de nouveau. Vous en avez tous les jours, quoi. Oui, et j'ai pour habitude et pour règle de ne jamais partager les échanges que j'ai avec lui. Ça relève d'une forme de confidentialité. Vous allez le voir juste après, là, ce matin, quand même. Il y a des réunions qui sont annoncées. Effectivement, il y en a encore ce matin. Mais le président de la République a laissé le texte faire son cheminement. Dans les concertations que j'ai organisées avec la Première ministre, bien évidemment, avec les groupes politiques dans le cadre de la concertation politique au Parlement, il a évidemment été très présent dans cette période, très présent pour les arbitrages, très présent pour le suivi du texte, mais sans interférer ni avec le débat social, la concertation avec les partenaires sociaux, ni avec le Parlement. S'il l'avait fait, je suis sûr qu'on lui aurait reproché. Aujourd'hui, le texte est arrivé au bout de son cheminement, et c'est donc normal que le président puisse s'exprimer à ce moment-là. Oui. Est-ce qu'il va y avoir quand même, vous avez dit non, il n'y aura pas d'ajustement, en dehors de ce que peut-être revoir le Conseil constitutionnel, quoi. Oui, il faut être très précis. Mais sous la pression de la rue, il n'y a pas des choses que vous pouvez modifier ou pas ? Il faut être très précis. Le texte tel qu'il est voté par le Parlement. Et indépendamment de l'avis du Conseil constitutionnel, lorsqu'un texte est voté, seule une nouvelle loi peut modifier sa composition. Nous avons un certain nombre de mesures, des pistes d'action, des priorités, qui ne relèvent pas de la réforme des retraites, mais qui concernent le monde du travail en général, le monde de l'emploi. Et la Première ministre l'a dit, j'ai eu l'occasion de le confirmer bien évidemment, d'ici l'été, nous présenterons un projet de loi sur le travail, sur l'emploi, avec des dispositions, avec des mesures qui ne relèvent pas de la réforme des retraites, des choses pour aller plus loin, pour l'emploi des seniors, des choses sur les conditions de travail. Depuis le mois de décembre, nous avons j'ai ouvert les assises du travail avec des partenaires sociaux, avec des organisations patronales, avec des intellectuels, des chercheurs, des praticiens, et qui réfléchissent autour des nouvelles formes d'emploi dans une période où le numérique, la digitalisation sont de plus en plus importants, qui réfléchissent sur comment transformer les conditions et la qualité de vie au travail pour que ce soit vraiment un outil de performance, qui posent des questions en disant c'est quoi aujourd'hui la démocratie au travail, c'est quoi aujourd'hui le dialogue social dans un univers du travail, ou pas dans toutes les entreprises bien évidemment, mais dans les entreprises plutôt tertiaires, plutôt avec des tâches administratives, les gens travaillent chez eux, travaillent dans des tiers-lieux. Comment est-ce qu'on repense tout ça ? Donc ça va être comment s'appellera cette loi ? Et quand est-ce qu'elle pourra être étudiée ? C'est une loi sur le travail et l'emploi, avec un objectif qui est celui du gouvernement de plein emploi. Nous souhaitons, c'est la perspective que nous nous sommes donnée et que la Première ministre a donnée il y a maintenant quelques semaines, que ce projet de loi puisse être présenté dans les prochaines semaines devant le Conseil des ministres. Avant l'été. Et qu'il y ait au moins une première lecture au Parlement avant l'été. Oui, et est-ce qu'il y aura du dialogue avec les syndicats ? Parce que les syndicats ferment la porte pour l'instant. Ils disent, tant qu'il y a cette réforme des retraites et cette nouvelle retraite... Plusieurs choses, il y a déjà des dialogues qui ont été engagés. C'est le cas des assises du travail. Je prends un autre exemple très différent. Mais pendant toute cette période, tout cet hiver 2022-2023, les partenaires sociaux, syndicats et patronats, ont négocié ensemble un accord sur le partage de la valeur. À la demande du gouvernement, c'est moi qui avais adressé le document ouvrant la négociation il y a maintenant plusieurs semaines. Cet accord a abouti. Il faut maintenant l'inscrire dans la loi, donc ça fait partie des pistes. Je souhaite évidemment qu'il y ait du dialogue et de la reprise du dialogue, mais je sais aussi, parce qu'il faut regarder les choses en face, sans déni,
qu'il y a un avant et un après. On ne va pas reprendre les choses comme si de rien n'était en faisant comme s'il n'y avait pas eu de réforme des retraites. Est-ce que ça veut dire, Olivier Dussopt, très concrètement, que, par exemple, même dans cette loi, il pourrait y avoir des ajustements autour de la pénibilité qui permettraient en fait aux gens de mieux appréhender peut-être les choses? Parce que d'abord dans le projet de réforme des retraites, tel qu'il a été adopté, il y a beaucoup de choses sur les questions de pénibilité. Mais c'est pas très clair quand même en fait pour le très grand public. Très honnêtement, c'est pas très clair. Je sais que c'est très complexe, mais il y a beaucoup de choses. Il y a une amélioration du compte professionnel de prévention, le C2P, pour le rendre plus facile, plus accessible, plus efficace. Il y a aussi des dispositions pour mieux accompagner les salariés qui sont exposés aux postures pénibles, aux vibrations, aux ports de charges lourdes. Tout ça est déjà dans le texte. Mais pour le texte qui vient et pour les seniors, quoi, parce qu'il y a déjà des choses en texte, mais ça peut être retoqué en Conseil constitutionnel. Et surtout, ça peut être évidemment amélioré, complété par des choses qui n'ont pas à voir directement avec les retraites. Mais quand on parle, par exemple, dans le cadre des assises du travail, et quand on se projette sur ces futurs textes, quand on parle de conditions de travail, quand on parle de qualité de vie au travail, quand on parle de formation pour justement permettre aux uns et aux autres de pouvoir évoluer professionnellement, on parle bien évidemment de pénibilité et de maintien dans l'emploi. Et est-ce que vous n'avez pas fait les choses un peu à l'envers? Il n'aurait pas fallu auparavant travailler sur une loi justement travail, et puis ensuite la réforme des retraites, non? Et vous n'avez pas un peu de regret, Olivier Dussopt, la façon dont ça s'est passé jusqu'à présent, et ce n'est pas terminé en plus? Il y a une urgence sur la question des retraites, ça s'appelle le déficit. Et Emmanuel Macron, il y a 3 ans, disait qu'il n'y avait pas d'urgence à réformer, à retarder l'âge. Vous vous en souvenez quand même de ce discours? Et je crois qu'Emmanuel Macron n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de déficit au système de retraite. On cherchait les bonnes pistes. Et entre-temps, il s'est passé 2-3 choses. Mais il disait que ça ne servait à rien de reculer l'âge de départ à 64 ans. Il disait qu'il faut s'occuper plutôt d'emploi des seniors. Vous l'aviez entendu, ça, Olivier Dussopt? C'est ce que nous faisons aussi. Mais entre-temps, il s'est passé 2-3 choses comme le Covid et la crise énergétique. Sauf que mais quel est le rapport précisément? Ça a quelques impacts sur l'économie, figurez-vous. Je pense que tout le monde le note. Sur la dette. Et sur la dette, sur l'économie, sur l'inflation, sur le quotidien des Français. Mais le système de retraite tel qu'il est aujourd'hui, si on ne fait rien, et c'est pas le choix que nous avons fait, mais si nous n'avions rien fait, c'est un déficit de 2 milliards dès 2023, 2 milliards par an. C'est 12,5 milliards de déficit en 2027, c'est presque 14 en 2030, et c'est 20 milliards en 2035. Et si on ne fait rien, dans les 10 ans qui viennent, c'est 150 milliards de déficit accumulé, donc de dette. Quand j'entends, parce que ça m'a déjà été... Il y a certains qui disent, oui, il y avait d'autres pistes, quoi. Quand j'entends des réflexions disant, mais vous auriez pu attendre. Quand on met une réforme en pause, ça ne met pas le déficit en pause. Le déficit, il n'attend pas la réforme, il continue de se creuser. Et plus vous attendez, plus la marche à gravir pour rééquilibrer le système devient haute et difficile à gravir. Le gouvernement Borne donc est passé de justesse, on peut le dire comme ça, avec cette motion qui a été rejetée. Est-ce que vous vous sentez un peu en sursis dans ce gouvernement? Vous, Olivier Dussopt, et puis je n'ai pas ce sentiment. Vous savez, quand on est face à des motions de censure comme celle que nous avons vécue, avec une coalition de tous les autres, c'est-à-dire du Front National à LFI, se sont tous retrouvés pour voter le même texte, sans nous dire ce qu'ils feraient à notre place, mais pour voter contre. Il y a déjà eu des exemples dans le passé. Figurez-vous que la CSG, la création de la CSG, qui existe depuis maintenant plus de 30 ans, elle est passée par 49.3 avec 4 voix d'écart. La dissuasion nucléaire est passée par 49.3. Il y a eu des motions de censure plus serrées, si je puis dire. Donc ça fait partie de notre système institutionnel, c'est inscrit dans la Constitution. Et donc le résultat d'hier permet à la fois de maintenir la confiance du Parlement au gouvernement et Elisabeth Borne va rester à Matignon et vous, ministre du Travail. D'abord, c'est le président de la République qui décide de tout cela. Et pour ce qui concerne la Première ministre, elle est au travail, elle est solide et je la soutiens. Et ça va laisser quelques traces. Il y a des députés de la majorité, par exemple, qui disent, qui ont eu du mal à assumer totalement et qui demandent, par exemple, aussi une suspension de la réforme, le temps d'apaiser les choses. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je crois qu'il n'y en a qu'un, il ne faut pas dire des députés. Mais il y en avait quelques-uns qui avaient du mal à voter, en fait. Mais il y en a un, Patrick Vignal, qui demande cette suspension. La majorité était totalement unie, totalement. Et la majorité présidentielle à l'Assemblée a été exemplaire par son unité et sa solidité. Les députés, et je suis moi-même depuis 2007, préfèrent toujours voter. Toujours. Parce que quand on passe par... Hier, il manquait beaucoup de députés de la majorité. Mais vous savez pourquoi? Ils n'étaient pas obligés de voter. Mais c'est l'inverse. Seuls ceux qui veulent voter la motion de censure c'est ça, mais les autres n'étaient pas obligés. Si vous voulez voter contre, même, c'était du soutien, c'était un soutien moral quand même. Ils étaient là pour soutenir, ne vous inquiétez pas. Ils n'étaient pas tout ça, on ne les a pas vus. Donc vous êtes confiant, dernier mot ce matin, vous êtes confiant, cette réforme s'appliquera au mois de septembre. Je le souhaite et nous allons tout faire pour que ça se passe le mieux possible.
Merci à Olivier vous. Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, qui était l'invité ce matin de Sud Radio.